BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques et Alter Eco Plus. Et à ma droite, Daniel Fortin. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef aux Échos et vous êtes le monsieur livre, on va dire, des Échos. On va commencer tout de suite avec le choix de Christian. L'impunité fiscale par Alexis Spire et Katia Weidenfeld. C'est à la découverte, Christian. Pourquoi ce choix ? Deux spécialistes de la fiscalité qui nous disent, les hommes politiques en ce moment nous disent qu'il faut absolument lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, tout le monde doit participer à l'effort. Or, lorsque vous regardez ce qui se passe concrètement, le fisc français tombe à peu près sur 16 000 fraudeurs, il y en a 1000 qui passent en procès, sur les 1000, très très peu de sanctions. Pourquoi est-ce que la fraude fiscale, l'évasion fiscale est si peu sanctionnée en France ? Une étude sociologique, quantitative et qualitative pour expliquer. Une dimension historique d'abord, on nous dit les vieux fermiers généraux étaient pratiquement des délinquants, ils allaient vraiment ramasser l'impôt de manière trop violente. Donc ce que les législateurs ont voulu faire, c'est protéger plutôt le citoyen de l'arbitraire de l'administration fiscale plutôt que de protéger l'État français des fraudes et de l'évasion. Aujourd'hui, ça donne quoi ? Le fameux verrou de Bercy, la commission des infractions fiscales, des juristes qui sont rassemblés et qui, après un long processus de sélection à l'intérieur de l'administration de Bercy, finissent par dire, allez, tel dossier, on va le donner au parquet, tel dossier, on ne va pas le donner. Très peu de dossiers qui passent au parquet. Les dossiers qui passent au parquet, très peu d'instructions, très peu de juges d'instruction nommés. Et quand finalement il y a un procès, évidemment, après ce long processus de sélection, 90% des gens sont condamnés, mais condamnés à pratiquement rien du tout. Et surtout, nous disent les auteurs, les grandes entreprises, les personnes à revenus aisés ne sont jamais condamnées. C'est toujours les petits qui trinquent. C'est toujours les petits qui trinquent, et les petits et les étrangers qui trinquent. Donc, ils nous disent, c'est tout ce processus de sélection à l'intérieur de Bercy, c'est la justice qui pense que cette délinquance fiscale, c'est pas vraiment de la délinquance, qu'on n'a pas besoin de la punir. En plus, comme on n'attrape que des seconds couteaux, pourquoi punir fortement ces seconds couteaux alors que les premiers couteaux sont jamais punis ? Bref, on est dans une tentative d'explication de pourquoi tous ces fraudeurs fiscaux, tous ces puissants et ceux qui les conseillent ne sont jamais condamnés. Et donc la fin du livre, c'est bien sûr qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Parce que pour les auteurs, il faut changer cela. Donc ils nous disent plusieurs pistes possibles, avoir des vrais procès, quelquefois prenons des noms importants, des gens très connus, faisons-en un exemple médiatique, permettons aux avocats de raconter une histoire. Les conseillers fiscaux nous disent « Oh, vous savez, c'est quelqu'un qui est tellement débordé, il a fait une erreur ». Non, ce sont des gens qui sont généralement des récidivistes, qui payent des gens très cher pour contourner la fiscalité. Ce sont des gens administratifs. Ou qui ont une phobie administrative pour quelques-uns, mais généralement, c'est plutôt du côté du privé que des ministres ou des secrétaires d'État ou des députés qu'on a ce genre de problème. Ils nous disent aussi il faut absolument avoir de vraies sanctions, des travaux d'intérêt généraux, par exemple, pas forcément de la prison ferme. Il faut avoir, par exemple, perdre ses droits civiques et mettre tout ça en avant pour que, véritablement, le discours des politiques et des législateurs soit en adéquation avec la réalité. Daniel ? Alors, je vais jouer, les mauvais coucheurs. C'est typiquement le genre de livre que je n'aime pas. Je vais vous dire pourquoi. C'est que sur le plan des faits factuels, alors il est très bien fait, ce sont effectivement deux très grands spécialistes de la question, ça se voit, ils ont fait une véritable enquête, etc., assez pertinente. Simplement, ils mettent cette enquête et ces faits au service d'une thèse, que vous évoquez un peu d'ailleurs, qui est une thèse purement répressive. C'est-à-dire que Saint-Just aurait pu écrire ce livre à une époque lointaine. En gros, ils nous expliquent que, alors d'abord, ils font la traditionnelle confusion, et sciemment d'ailleurs, entre la fraude fiscale, qui est vraiment enfreindre des lois, et l'optimisation fiscale, qui n'est pas du tout la même chose, parce que là, on essaye de payer moins d'impôts, mais en respectant la législation et ce que permet la loi. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils nous expliquent qu'effectivement, ce sont les gros qui trichent. Pardonnez-moi, mais c'est un peu enfoncer les portes ouvertes. C'est vrai que les gens qui payent peu d'impôts, par définition, ne vont pas en plus chercher à faire de la fraude fiscale. Mais surtout, ce qui, je trouve, est très, très pernicieux, c'est cette volonté répressive qui est vraiment affirmée à la fin du livre et qui est de dire il faut condamner, il faut clouer au pilori avec des peines exemplaires tous les gens qui font de la fraude fiscale ou de l'évasion fiscale. Or, on sait tous très bien que c'est vraiment la dernière des choses à faire parce que c'est la chose la moins efficace qui existe.
existe. Pourquoi les États ne sanctionnent-ils pas, et pas seulement les Français, la fraude fiscale ou l'évasion fiscale? C'est simplement parce qu'ils savent très bien qu'il y a un autre moyen, beaucoup plus efficace, qui est de négocier avec les fraudeurs ou ceux qui s'évadent fiscalement pour les ramener au bercail et pour faire rentrer davantage de recettes. On sait très bien dans l'histoire que c'est toujours ce qui a marché et c'est au fond beaucoup plus intéressant du point de vue de l'intérêt général que de vouloir frapper absolument de façon... Mais l'idée, c'est peut-être justement de faire violente. beaucoup de carottes et un petit peu de bâton, quoi. Oui, non, mais le bâton existe. Enfin, il ne faut pas exagérer. Juste, je termine, Christian. Il y a un point. Ils ont une phrase, je n'ai pas le bouquin là, mais je la cite de mémoire, c'est finalement, l'impôt est au centre du contrat social et donc c'est au nom de ça qu'il faut punir ceux qui essayent d'y échapper, etc. Ouais. Alors là, je trouve que ça m'a presque mis en colère parce que s'il y a bien une évasion fiscale à laquelle on a assisté depuis quelques mois, c'est bien celle qui consiste à extraire de l'impôt sur le revenu plus de la moitié des foyers fiscaux français. Donc ça, pour moi, c'est une évasion fiscale organisée, c'est-à-dire qu'en fait, on aboutit à dresser deux France l'une contre l'autre, celles qui payent beaucoup d'impôts, d'impôts sur le revenu, et ceux qui en sont exonérés plus de la moitié des foyers français aujourd'hui. C'est ça que je trouve absolument inique, et je trouve que ça, c'est vraiment pour le coup une atteinte au contrat social, parce que ça participe à la division, aux antagonismes qui divisent notre société. Est-ce que c'est pas le manque, Christian, est-ce que c'est pas le manque de moyens, j'ai envie de dire aussi, qui explique qu'on ne va pas chercher plus que ça les fraudeurs? Non, je veux juste corriger 2-3 approximations, si je peux me permettre. Ils ne disent pas que ce sont les gros qui trichent, ils disent que quand ce sont les personnes aisées, les grandes entreprises qui trichent, ils ne sont pas poursuivis. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ils ne font pas, je finis Emmanuel, ils font pas sciemment l'erreur de confondre évasion fiscale et optimisation fiscale. L'OCDE, cette semaine même, nous a dit que l'optimisation fiscale était agressive de la part des multinationales et qu'elle pouvait être considérée comme illégale et qu'on devait lutter contre. Donc ce livre s'inscrit complètement dans cette lutte contre l'optimisation fiscale agressive. Mais l'expression considérée comme illégale est ambiguë. Soit c'est illégal, soit c'est légal. Mais justement, c'est tout là que les conseillers fiscaux se mettent entre les... Edward Heath, le Premier ministre britannique, disait que la différence entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale, c'était l'épaisseur d'une porte de prison. Et on est en train de se rapprocher de cette porte de prison. Par contre, là où je suis complètement Daniel, c'est de dire pourquoi est-ce qu'un gouvernement socialiste, alors que l'impôt est au cœur du contrat social, exonère de plus en plus de gens. Chacun devrait payer un tout petit peu. Ça fait partie des grands principes révolutionnaires. Notre système fiscal est en partie basé là-dessus. Là, je suis d'accord, mais on a les moyens, et contrairement encore une fois à ce qu'a dit Daniel, au Royaume-Uni, aux États-Unis, on sanctionne les gens, on les montre au public, il y a même des relations presse au sein des administrations fiscales qui sont destinées à faire ça. Donc, on peut le faire, et d'ailleurs les auteurs nous disent, nous avons une police fiscale, on peut accroître ses moyens, et deux, on peut en faire la publicité. Je ne pense pas que les États-Unis ou le Royaume-Uni soient des exemples de totalitarisme, et donc on pourrait bien prendre le même exemple. Allez, messieurs, on passe au choix de Daniel Fortin, Journal d'un salaud de patron, par Julien Leclerc, aux éditions Fayard. Voilà, alors Journal d'un salaud de patron, ce qui m'a d'abord intrigué, c'est ce titre. D'abord, qui est Julien Leclerc? Juste d'un mot, c'est un jeune entrepreneur. Il a repris une entreprise familiale qui s'appelle Compress, installée dans le Gers, 48 salariés, pas 50, j'y reviendrai. Et puis, c'est un type qui milite pas mal dans les organisations patronales, mais pas les grandes organisations type MEDEF ou CGPME. Il anime des réseaux de jeunes entrepreneurs, justement, qui veulent faire avancer un peu la cause des jeunes patrons. Alors, salaud de patron, c'est parce qu'un jour, il a participé à une émission ici, dans ces murs. C'était pas BFM, mais c'était RMC, les grandes gueules. Donc, il était invité, il a participé au débat. Et puis, en revenant chez lui, il regarde les commentaires sur le site internet de la station. Et il voit qu'il est mais vraiment une litanie d'insultes. Il est traîné dans la boue, patron qui s'en met plein les poches, salaud de patron, etc. Et finalement, il a eu envie de répondre un peu à cette haine qu'il sentait vraiment toujours très présente dans notre société à l'égard des patrons. Et il a fait ce bouquin. Alors, ce bouquin est assez marrant parce que c'est finalement une semaine dans la vie d'un patron de PME. On le suit le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est une sorte de road movie, en fait, dans la France administrative, assez hostile quand même à l'entreprise, dont les règles sont un peu absconses pour des gens qui veulent vraiment faire grandir leur société
prospecter, vendre leurs produits. C'est pas du tout agressif, c'est-à-dire qu'il ne met pas du tout, il ne s'attaque pas aux fonctionnaires, par exemple. Il se plaint pas tout le temps. Non, pas du tout. Ce n'est pas les fonctionnaires qu'il met en cause, ce sont les règles. C'est-à-dire qu'en fait, il dit qu'eux-mêmes sont prisonniers des mêmes règles que nous. C'est-à-dire qu'ils sont en train de les appliquer un peu bêtement, ils n'ont pas le choix. Parfois, ils le réprouvent, mais enfin, lui, il est soumis à ça. Donc, il y a quelques scènes. Tout ça est raconté sur le ton de l'humour. C'est vraiment très, très malin, c'est très bien écrit. Et donc, ce sont une série de scénettes. Alors, il y a la rencontre avec un conseiller URSSAF à qui il demande un étalement de ses charges. Il y a la rencontre avec une délégation de la CFDT qui vient dans son entreprise pour porter la bonne parole. Et finalement, personne ne veut les voir. Donc, c'est lui qui va chercher ses employés dans les bureaux pour leur dire « Soyez sympas, venez quand même par courtoisie les rencontrer ». Il y a des choses plus émouvantes aussi. C'est-à-dire, il y a un moment où il perd vraiment une grosse commande, donc il est obligé de faire un plan social. Et il raconte vraiment le déchirement que ça représente, les larmes, les siennes notamment aussi, parce que ce sont des gens qu'il connaît bien. Il raconte le quotidien des gens qui, de plus en plus nombreux, lui demandent des avances de salaire. Donc c'est aussi vraiment le signe d'une crise qui s'approfondit dans notre société. Et au fond, ce bouquin, c'est pas simplement une série de récits, c'est une vraie réflexion, je trouve, sur... Justement, un peu, on en parlait avec le bouquin sur la fiscalité, sur cette société de défiance en France où on oppose les uns et les autres, où les patrons sont l'ennemi, où les fonctionnaires sont l'ennemi, où on passe notre temps à développer des antagonismes. Et voilà, je trouve qu'il raconte ça très très bien. Bon, Christian, vous avez souvent la dent dure avec les bouquins de patrons. Est-ce que ça va être le cas encore aujourd'hui? On se souvient du bouquin de Paul-Marie Edwards qui racontait aussi son quotidien. Alors... Vous venez de le rappeler, Emmanuel, et c'est quelqu'un qui travaille dans la com et qui a très bien compris que depuis quelques années, on en est au 3e ou 4e petit patron, si je puis dire, qui vient raconter son quotidien. Donc il a compris qu'il y avait un filon là, donc il reprend le filon. Quelquefois... il veut le faire avec beaucoup d'humour. Moi, je trouve que c'est un peu lourdingue. On entend les rires enregistrés, vous savez, comme dans les sitcoms britanniques. On entend derrière. Pour autant, par ailleurs, j'ai trouvé que le témoignage était vraiment intéressant. Il y a malheureusement, il y a des pages très drôles, c'est quand il essaie de recruter quelqu'un. Ouais. Entre la passage en revue des CV, les gens qui viennent, la jeune fille de 20 ans qui vient avec son papa et sa maman. En fait, à chaque fois qu'il pose une question, il dit « j'obtiens des réponses super magnifiques ». Malheureusement, c'est la mère qui les donne et c'est pas la candidate. Et je lui dis « mais sans blaguer, madame, vous ne cherchez pas un job parce que vraiment, les réponses que vous donnez, c'est génial, j'ai envie de vous embaucher ». Je crois que la fille a tué la mère en sortant, dit-il. Bon, malheureusement, c'est extrêmement drôle. Lorsqu'en plus, il nous dit qu'il témoigne vraiment de ses difficultés de patron de PME, moi je veux bien le croire, la complexité administrative peut sûrement être réduite. Lorsqu'en plus, il glisse entre deux phrases, et là je le soutiens complètement, que le MEDEF va trop loin, qu'il y a des grands patrons qui se rengorgent d'argent et que lui, c'est pas du tout ça, que c'est pas son quotidien, je le suis aussi. Et bien évidemment, lorsque dans un paragraphe, il dit qu'Alternative économique est une revue merveilleuse et compétente, je ne peux que l'approuver. Ah bah dis donc, formidable. Eh bien écoutez, Christian, c'est la première fois que j'entends dire autant de bien d'un livre écrit par un jeune patron, donc il faut le lire. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission.